À la une de l'actualité d'Europo, théâtre de violents affrontements entre forces de l'ordre et population. Le bilan fait état de 4 morts, dont 2 gendarmes. Le point de la situation sur place dans ce 13h avec notre correspondant, le correspondant de la radio sur place dans la région du Boumkani. Dans le domaine de l'agriculture, la filière Anacad, porteuse d'espoir en Côte d'Ivoire, 700 000 tonnes en 2015, une production qui fait du pays premier producteur mondial devant l'Inde. Aujourd'hui, quels sont les défis à relever? Dans ce 13h, le dossier de Noël Niagno. Première sortie d'Hillary Clinton aux États-Unis. L'ex-candidate démocrate a appelé hier à reprendre le combat en faveur d'une Amérique plus généreuse. Bonjour à tous. Il y a eu des affrontements hier entre population et forces de l'ordre à Doropo. Le bilan est lourd. Il fait état de 4 morts. Nous allons essayer tout à l'heure de rentrer en contact avec notre correspondant Joseph Assalé. Mais avant, il faut aussi dire que la ville de Yamoussoukro a été aussi le théâtre d'affrontements hier. Bilan 1 mort. Le drame est survenu à la suite d'une opération de rafle. Notre reporter Kader Sogodogo est sur place ce soir. Il reviendra largement sur cette actualité. Mais avant, la COP22 se poursuit à Marrakech, un sommet pour lutter contre le changement climatique. Avec Kwasi Mamadou, nous allons faire le point du sommet des élus locaux et régionaux. Regardez. Si la COP22 est considérée comme celle de l'action et des solutions, une place importante doit être accordée aux collectivités territoriales car elles sont celles qui vont mettre en œuvre les différents plans d'action élaborés. Un sommet international des élus locaux et régionaux sur le climat, une initiative des autorités marocaines et des structures en charge des collectivités. Mais en tout cas, on aura aujourd'hui le lancement d'une vraie dynamique d'action qui permettra d'échanger entre les partenaires, entre collectivités locales, mais également entre partenaires multisecteurs et multiniveaux. Une entreprise saluée par les pouvoirs locaux. Tous réclament plus d'accès à la finance climat pour la mise en œuvre de leur stratégie de lutte contre les changements climatiques. C'est très important. Les fonds climat aujourd'hui devaient être destinés prioritairement aux projets et programmes de l'Afrique pour atténuer et s'adapter aux effets climatiques. On a un problème fondamental, la question des feux de brousse, la question de la transhumance. Et avec les conflits éleveurs-agriculteurs, la question aussi du traitement des déchets ménagers, des eaux usées. Dans 20-25 ans, la majorité de nos concitoyens seront dans les villes. Donc comment faire pour les accueillir, les nourrir, les soigner, les transporter? C'est ça le défi. La lutte contre le changement climatique doit se faire au niveau des territoires. Certes, le gouvernement a la mission de définir la politique générale et les orientations, mais la mise en œuvre se fera sur les territoires et les impacts sont ressentis sur les territoires, dans les régions, dans les communes, dans les villages. C'est la raison pour laquelle nous devons plus que jamais nous impliquer, être davantage sensibiliser également nos populations. Et dans ce combat planétaire, les chefs traditionnels veulent apporter leur contribution, d'où leur participation à cette assise. Nous devons nous impliquer. Nous devons absolument nous impliquer, aider les maires à nous aider. Une déclaration dite la feuille de route de Marrakech a été faite. Cette déclaration a été remise aux championnes de la lutte contre le changement climatique en vue de l'intégrer aux conclusions de cette 22e conférence des partis. Et dans le domaine de l'agriculture, il s'est ouvert aujourd'hui ici à Abidjan un atelier sur la transformation de l'anacade, une rencontre qui réunit tous les acteurs du secteur et les producteurs de cajou d'Afrique pour relever plusieurs défis. Il faut dire que la filière Anacad est aujourd'hui porteuse d'espoir. On note plus de 700 000 tonnes en 2015, une production qui fait du pays premier producteur mondial devant l'Inde, premier transformateur. Quels seront donc les défis à relever pour les années à venir? Suivons ensemble le dossier de Noël Niagno. La filière cajou est aux 19 zones de production du nord, nord-est, nord-ouest et centre de la Côte d'Ivoire, c'est qu'est la filière cacao pour les zones forestières. Elle fait de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur au monde du cajou, devant l'Inde, premier pays transformateur. La filière cajou occupe 250 000 producteurs pour une production en forte croissance. 500 000 en 2013, 560 000 en 2014, 702 510 tonnes en 2015. Des productions soutenues par un prix Borchamp suffisamment rémunérateur avec un pic en 2015 de 68% du prix CAF, là où l'objectif du gouvernement est de 60%. Seulement voilà cette spéculation qu'on a deux handicaps.
la productivité des plantes disponibles, c'est très bas par rapport au niveau international. Ici en Côte d'Ivoire, c'est autour de 500 kilos par hectare. Au niveau international, on parle d'un minimum de 1000, 1200, 1500. Les Vietnamiens veulent aller sur les 4000, sur les 5000 tonnes par hectare. Le deuxième est sûrement que la noix, plus que la moitié, est déjà produite en Afrique et ça augmente chaque année. Mais seulement 10% ou 13% aujourd'hui sont transformés ici localement. Améliorer la productivité et surtout le niveau de transformation de l'ordre de 6% actuellement constitue les défis majeurs à relever pour tirer avantage de cette spéculation à fort potentiel industriel et socio-économique. Lorsque nous prenons l'hypothèse d'une transformation totale de la production de 2015 comme référence, évaluée à 701 000 tonnes, si nous axons la stratégie sur la mise en place des unités moyennes telles que les 5 000 tonnes, il faut alors implanter 140 usines. Et lorsqu'on bascule vers les toutes petites unités de 500 tonnes, c'est au moins 1400 petites unités qu'il faudrait implanter en Côte d'Ivoire. Au niveau socio-économique, la transformation totale, c'est au moins 180 000 emplois directs. En termes de revenus, c'est la bagatelle de 817 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire aurait pu capter en transformant la production de 2015 de 701 000 tonnes de noix. La question reste comment s'y prendre pour atteindre les objectifs de 30% de transformation à 100% en 2020 et améliorer sensiblement la productivité. C'est ce qui explique la tenue du Salon international des équipements et des technologies de l'ANACAD qui est à sa 2e édition. Une occasion de rencontre entre équipementiers, industriels et pouvoirs publics pour plus d'efficacité dans les choix des technologies adaptées aux réalités ivoiriennes. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu des affrontements hier entre population et forces de l'ordre à Doropo. Le bilan est lourd, il fait état de 4 morts. Pour avoir plus de précisions sur ces affrontements, nous sommes en ligne avec Joseph Assalé, correspondant de Radio Côte d'Ivoire, notre correspondant dans la région. Bonjour, Monsieur Assalé. Nous avons quelques petits soucis, nous allons réessayer tout à l'heure. Mais avant, cap sur la fonction publique où le ministre était face aux fonctionnaires. Regardez. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration autour d'une table avec les syndicats des fonctionnaires et agents de l'État à la recherche des solutions durables. Après un arrêt de travail de 72 heures pour protester contre la nouvelle réforme de retraite arrêtée en 2012 et qui rentre en vigueur cette année. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que dans un délai pas trop lointain, qu'il n'y ait plus de journaliers dans la fonction publique. J'ai parlé aussi de la retraite, la pension de retraite qui fait beaucoup de bruit. Et à ce niveau-là, le gouvernement propose à la plateforme un forum. Et je pense qu'au sortir de ce forum-là, des solutions vont être trouvées. On a aussi parlé du stock des arriérés. Le gouvernement a une position connue des syndicats. Et je pense que là aussi, la porte n'est pas fermée. Pour le représentant des fonctionnaires, cette discussion est une lueur d'espoir pour des lendemains meilleurs. La première chose que je voudrais dire, c'est de remercier le ministre. Parce qu'un syndicaliste, son objectif n'a jamais été la paralysie. Quand il dépose un préavis de grève, c'est une interpellation forte pour dire nous voulons discuter. Et aujourd'hui, nous avons été reçus dans une ambiance conviviale. Des réponses sont annoncées sur certains points, d'autres points sont en suspens, mais la discussion continuera. Ce sont plus de 10 syndicats qui ont pris part aux échanges. D'autres rencontres sont prévues dans les prochains jours pour aboutir à un accord.
Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le projet Centre d'excellence africain vise à renforcer les programmes d'études de l'enseignement supérieur afin d'offrir aux étudiants des formations adaptées à l'emploi. Ce projet initié et financé par la Banque mondiale existe dans une vingtaine de pays d'Afrique, dont 3 en Côte d'Ivoire. Pour réfléchir à améliorer ce projet, la 9e réunion du comité de pilotage se tient ici même à Abidjan. Konaté Moussa. Le projet Centre d'excellence africain vise à augmenter la capacité des universités africaines à former des étudiants prêts à l'emploi. C'est donc un moyen pour renforcer la performance des institutions universitaires à produire une main-d'œuvre de qualité pour les entreprises. Il est initié et financé par la Banque mondiale. Notre intérêt, c'est de soutenir l'Afrique. On sait s'il faut avoir la capacité en Afrique, il faut le construire ici. C'est plus le moment d'envoyer les jeunes talentueux en France, aux États-Unis. On doit les former ici. Le projet Centre d'excellence africain existe depuis 2014. À ce jour, on note 22 centres en Afrique, dont 3 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de 3 centres d'excellence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École nationale de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Les attentes du ministère, c'est que les dirigeants de ces différents centres-là puissent s'approprier les résolutions de cet atelier pour travailler d'arrache-pied pour que nos universités africaines soient compétitives à l'échelle internationale. Cette rencontre d'Abidjan est la 9e réunion du comité de pilotage du Centre d'excellence africain. Les experts réfléchissent à des actions pour l'amélioration de ces centres dans les établissements d'enseignement supérieur. Et nous avons enfin M. Assalé en ligne pour nous parler des affrontements à Doropo. Bonjour M. Assalé. Bonjour Delphine. Relatez-nous les faits. Que s'est-il réellement passé hier à Doropo? Il faut que le drame a eu lieu précisément dans le village de Niamoué, situé dans le département de Doropo à une 60aine de kilomètres à la pointe nord-ouest de Bouna. Et selon les témoignages recueillis, c'est à la suite d'un contrôle de routine que le drame est survenu. En effet, dans la matinée d'hier, mercredi, un élément des partis forces armées de Côte d'Ivoire interpelle 2 individus à vélo. S'ensuit alors une altercation et contre toute attente, le militaire des forces armées de Côte d'Ivoire ouvre le feu, touchant mortellement le 2 cyclistes. Blessé, le militaire, lui, se rend au centre de santé du village et appelle 2 gendarmes au secours. Il faut noter que les 2 gendarmes étaient allés faire un constat relatif à un accident de la circulation et ces derniers, tout à fait cessantes, se sont rendus au chevet de leur frère d'armes. Et c'est là-bas au centre de santé que les proches des personnes décédées ont organisé une expédition punitive et ils ont tué les deux gendarmes à coups de bourdin et de pierres. Vous confirmez donc le bilan qui est de 4 morts, c'est ça? Effectivement, le bilan est de 4 morts. Et juste hier, dans la soirée, le calme est revenu dans le village de Niamoué, où est d'ailleurs attendu demain matin une délégation composée d'autorités préfectorales et des élus locaux en vue d'apaiser les esprits. Donc, en clair, après ces affrontements, le calme est revenu aujourd'hui? Oui, depuis hier, dans la soirée, le calme est revenu. Et il y a un détachement de forces de défense qui est même déployé dans le village. Et véritablement, le calme est revenu à Niamoué. Ok, merci M. Assalé, merci M. Assalé Joseph pour toutes ces informations. Vous êtes notre correspondant dans la région du Bunkani et vous étiez au téléphone pour nous donner plus de détails sur les affrontements à Doropo qui ont fait 4 morts, dont 2 gendarmes. Il faut aussi rappeler que courant mars-avril dernier, un conflit intercommunautaire avait fait à Bouna, toujours dans la même région, près de 19 morts et des blessés. Il y a eu aussi des déplacés et des réfugiés, mais le calme est revenu après les discours de paix véhiculés par les cadres et le gouvernement. Le président Alassane Ouattara s'est rendu aussi sur place pour apporter son soutien aux populations.
Et on rappelle aussi que la ville de Yamoussoukro a été aussi le théâtre d'affrontements hier. Bilan 1 mort. Le drame est survenu à la suite d'une opération de rafle. Notre reporter Kader Sogodogo est sur place ce soir. Il reviendra largement sur cette actualité. L'ONI, l'Office national de l'identification, fait le point de la sécurisation des attestations d'identité. Le reportage de Georges Ibrahim Tunkara est commenté pour vous par Abou Sanogo. Depuis le 7 novembre, date de mise en circulation de ces nouvelles attestations d'identité sécurisées, les locaux de l'ONI ne désemplissent pas. Tous les jours, l'Office national d'identification est pris d'assaut par des centaines de personnes à la recherche du précieux sésame qui leur permettra de faire face à plusieurs formalités administratives et financières. Je suis heureuse d'avoir mon attestation d'identité. Ça me permettra de faire mes différentes démarches à la banque et autres. Je voulais faire une carte nationale d'identité puisque je n'ai pas l'âge dont il me faut ce papier pour pouvoir m'identifier. Puisque sans papier dans la vie, on est comme un poulet sans propriétaire. Je réside à Bouaké et je suis de passage sur Abidjan. Et quand j'ai appris qu'on pouvait rétablir une nouvelle attestation d'identité qui est encore plus sécurisante, et j'ai sauté sous l'occasion. Je me suis fait enrôler le mardi 9. On m'a donné rendez-vous le vendredi, je ne suis pas passé. Ce matin, je suis passé et je suis très heureux de pouvoir recevoir mon attestation. Pour Lucie Boadi-Yoboué, chef par intérim de l'état civil et l'identification à l'ONI, les choses se passent bien en dépit de quelques difficultés liées surtout à la grande affluence. Pas vraiment de difficultés, mais c'est l'affluence. C'est de pouvoir canaliser tout ce monde qui arrive et de pouvoir les satisfaire parce que quand ils viennent, tout le monde va être satisfait en même temps. L'attestation d'identité, nouvelle formule sécurisée, le délai est de 48 heures. Ces nouvelles attestations d'identité ne peuvent pour l'instant être délivrées qu'au siège de l'ONI. Dans quelques semaines, elles pourront être dans les commissariats de police. Sachez que concernant les législatives, c'est le dernier jour du dépôt des dossiers. À partir de 17h, la CEI, la Commission électorale indépendante, ne recevra plus de dossiers de candidature pour les législatives. Au chapitre santé, l'association Asthme et Allergies organise des séances de dépistage gratuits de diabète, d'hypertension et d'asthme à la Riviera Palmeraie. On fait le point avec Éric Goré. Plus de 400 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. En Côte d'Ivoire, 7% des populations sont touchées par cette maladie. C'est pour leur permettre de mieux faire face à la pathologie que l'association Asthme et Allergies organise des dépistages gratuits de diabète, d'hypertension et d'asthme. Le diabète et l'hypertension artérielle. Ce sont deux maladies d'environnement qui souvent interviennent sur le même sujet parce que provoquées par les mêmes problèmes d'environnement, notamment l'alimentation, le milieu de vie et les habitudes de sédentarité. Après leur consultation, les patients s'engagent à prendre des dispositions pour maintenir leur santé. On m'a dit sur le plan du diabète, il n'y a pas de problème, la tension, il n'y a pas de problème. Pour maintenir cette santé, il faut que j'évite tout ce qui me donne les allergies, c'est-à-dire les fruits de mer. Les médecins m'ont dit que j'étais en bonne santé, donc il fallait véritablement faire attention à certaines choses. Par exemple, avec l'âge, nous qui avons un certain âge, de pouvoir évidemment au niveau de la nourriture, etc., de faire du sport. Donc c'est ces petits conseils-là qu'on nous a donnés. Outre les dépistages, une remise de matériel aux différents CHU d'Abidjan a eu lieu. Cet appareil est appelé Rebulizer. Il traite les crises d'asthme. Toujours en santé, les transporteurs d'Abidjan et de l'ensemble du territoire ivoirien vont s'impliquer activement pendant 10 jours dans la lutte contre le sida et la tuberculose. L'implication de ces transporteurs est l'initiative de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Serge Kolia. La lutte contre le VIH avance bien. Le taux de prévalence, tout comme celui de mortalité de cette pandémie, connaît dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier une baisse significative. Néanmoins, il faudra gagner le défi de zéro prévalence prescrit par les objectifs du millénaire pour le développement. Sur la question, l'Alliance Côte d'Ivoire a sa petite idée. Impliquer les transporteurs autant dans la lutte contre le sida que dans celle contre la tuberculose. Les tuberculeux qui vont se rendre dans les centres de santé
ne vont pas forcément à pied, ils utilisent des moyens de transport en commun. Et également les transporteurs sortent très tôt de leur domicile, ils reviennent très tardivement et n'ont pas toujours accès aux informations. Donc cette action dans les gares routières sur la tuberculose devrait permettre de toucher non seulement les transporteurs, mais également les clients. Pendant 10 jours donc, les transporteurs seront mobilisés pour porter leur pierre à l'éradication du VIH et de la tuberculose, une sollicitation qui les réjouit. En plus des transporteurs, l'activisme d'Alliance Côte d'Ivoire dans le cadre de son 10e anniversaire va impliquer les communautés. En dehors du sida et de la tuberculose, il va s'agir d'accentuer la sensibilisation pour réduire également les inégalités basées sur le genre. Campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida également dans la région du Sud Comoé à Yamé. L'ONG Assistance Femmes et Enfants est sur place pour préserver la santé des femmes et des enfants. Commentaire Honorine Aïngouri. Après Noé et Aboisseau, c'est au tour de la sous-préfecture d'Ayamé de recevoir la caravane de l'ONG Assistance Femmes et Enfants en milieu rural. Elle s'y est rendue dans le cadre de ses activités pour sensibiliser les populations sur cette pandémie qu'est le VIH-Sida. C'est dans le but de sauver des vies. Notre objectif, toujours sensibiliser, toujours mobiliser, parce que la maladie existe. Toujours. Nous ne devons pas baisser les bras. Les autorités d'Ayamé trouvent cette initiative salutaire. Les populations ont pris une part active à cette campagne parce qu'elles y accordent un grand intérêt. Créée le 30 janvier 2003, l'ONG Assistance Femmes et Enfants en milieu rural vise à attirer le regard des pouvoirs publics et de l'opinion sur les conditions de vie des femmes et des enfants et de suggérer les moyens de les améliorer. L'ONG intervient dans la santé, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Une toute nouvelle association est née dans la commune de Yopougon. C'est l'association des femmes unies du groupement foncier de Yopougon, une association qui a pour mission de lutter contre la pauvreté, nous dit Malika Koulibaly. L'autonomisation de la femme, une préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais pas que, elle est aussi pour les concernés et particulièrement pour les femmes de la commune de Yopougon. Réunies au sein de l'AFIGFC, l'association des femmes unies du groupement foncier de Yopougon. Elles ont exprimé cette préoccupation aux autorités de leur commune. Consciente de la nécessité de l'autonomisation de la femme par le biais de l'alphabétisation, d'une entraide morale et matérielle par les activités génératrices de revenus, les braves femmes nous donnent l'occasion de sensibiliser, de mobiliser et d'interpeller toutes nos sœurs à venir nous rejoindre dans le navire dénommé l'Union dans la diversité. Être unis et autonome pour prendre une part active dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est la méthode de la FIGFC, méthode qui cadre bien avec les aspirations du premier magistrat de la commune. Gilbert Kafana Kone y voit également une contribution à la paix et la cohésion sociale. La FIGFC a choisi la directrice de l'agence ivoirienne de la régulation des mutuelles sociales, Kone Colette, pour parrainer l'association. La cérémonie a vu l'investiture de la première présidente. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila était face au Parlement hier. Il s'est engagé à respecter l'accord de sortie de crise. Le récit de Sylvie Touré. Joseph Kabila rompt le silence et pour son premier grand oral, le président congolais était face au Parlement ce mardi. Il promet de respecter l'accord de sortie de crise conclu en octobre dernier à l'issue du dialogue national. Comme toute œuvre humaine, cet accord politique est perfectible. Il n'en reste pas moins, cependant, qu'il constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes. Cette feuille de route connaît déjà un début d'exécution avec la démission du Premier ministre qui doit être remplacée par une personnalité issue de l'opposition conformément à l'accord. Ce dernier devra à son tour former un gouvernement d'union nationale avec pour mission l'organisation des élections prévues en avril 2018. Toutefois, le président congolais met en garde la branche de l'opposition qui rejette cet accord.
Soucieux de mes responsabilités de garant du bon fonctionnement des institutions, je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe politique. Dans son viseur, la coalition réunie au sein du rassemblement dirigé par Étienne Tshisekedi. Considérée comme l'opposition majoritaire, elle a boudé le dialogue national et exige le respect de la Constitution qui prévoit pour décembre prochain la fin du mandat du président au pouvoir depuis 15 ans. Joseph Kabila a sollicité les évêques catholiques aux fins de mener une médiation entre les signataires de l'accord et les membres du rassemblement. Première sortie publique d'Hillary Clinton après la présidentielle aux États-Unis. L'ex-candidate démocrate Hillary Clinton a fait part hier de sa déception après sa défaite face à Donald Trump. Une élection dont le résultat est le signe, selon elle, de profondes divisions dans le pays. Extrait. L'engagement est le loyer que nous payons pour vivre. Vous ne pouvez pas arrêter de payer le loyer juste parce que les choses ne vont pas dans la direction que vous souhaitez. Je sais que beaucoup d'entre vous sont profondément déçus des résultats de l'élection. Je le suis aussi. Je sais qu'au cours de la dernière semaine, beaucoup de gens se sont demandé si l'Amérique était le pays que nous pensions être. Les divisions mises à nu par cette élection sont profondes, mais s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis ceci. L'Amérique en vaut la peine. Nos enfants en valent la peine. Croyez dans notre pays, luttez pour nos valeurs et n'abandonnez jamais. Hillary Clinton, l'ex-candidate démocrate, appelle donc à reprendre le combat en faveur d'une Amérique plus généreuse. L'actualité culturelle en Côte d'Ivoire est marquée par l'Abissa. Une des attractions au cours donc de l'Abissa, c'est l'Abissa Tour, un produit touristique et culturel pour valoriser et promouvoir l'Abissa et les valeurs culturelles du peuple nzimois. Victorien Ngwa. Abissa Tour, produit touristique et culturel rattaché à l'Abissa, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Promotion de l'activité touristique et des valeurs culturelles de l'Abissa, telles que la critique sociale, espace de démocratie en pays nzima et la célébration de la vie. Dans le cadre de l'Abissa Tour, nous avons tout de suite fait la visite avec le roi de Grand Bassam. Et là, nous sommes au musée des costumes de Grand Bassam. Et on leur fera découvrir un peu la ville de Grand Bassam, sans oublier qu'on leur donnera, parce que nous avons 2 guides avec nous. Et ces guides-là retracent un peu l'histoire, la genèse de Grand Bassam. Abissa Tour 2016, c'est donc l'initiation des enfants à la chose touristique et à la découverte de la culture ivoirienne. La première fois que je rencontre le roi Tano Désiré et la première fois de lui saluer dans les mains. C'est un honneur pour moi de saluer un roi. Ça me fait du bien de connaître un peu la culture de Bassam et les histoires anciennes. Et le fait que je sois là aujourd'hui, ça je l'avoue, je palpe du doigt des dessins. Et j'ai été encore plus comblée lorsque j'ai rencontré le roi. Il y a eu des dédicaces de livres et ces livres-là, vraiment, j'invite tout un chacun à les avoir. Visite du musée national du costume, mais aussi participation à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage Grand Bassam métropole médiévale des Nzima. Ici, chaque enfant est désormais sympathisant de l'une des 7 familles qui font le peuple Nzima. Abissa Tour, c'est donc la création d'un circuit touristique et une formation à la culture ivoirienne. En sport, pour terminer, Cissé Cheikh Salah, élu meilleur athlète africain des JO, Jeux olympiques de Rio 2016 par l'ensemble des comités nationaux olympiques d'Afrique. Voilà, et c'est la fin de ce 13 supervisé par Sylvie Touré et Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité.